Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Nouveau Show. Alors aujourd'hui en ma compagnie Moussa pour m'épauler et aujourd'hui pour la première fois on accueille une invitée politique, Nadège Azaz, que je vous présenterai durant l'émission. Alors aujourd'hui le sommaire, on va parler d'actualité bien sûr, on va parler une petite interview concernant notre invité politique, une petite rubrique santé et la conclusion. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors aujourd'hui, encore une fois, on m'accompagne Moussa. Salut Moussa. Salut Lionel. Il se trompe au niveau de mon prénom, c'est aucun souci. Et nous accueillons également... Excuse-moi. Et nous accueillons également Nadège Azaz. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nadège, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Châtillon. Oui. De Châtillon. Vous me corrigez si de je fais... Châtillon à Châtillon. Conseillère régionale d'Île-de-France. Absolument. Et secrétaire nationale à l'égalité territoriale du Parti Socialiste. Tout à fait. Slimane m'a dit aussi que vous occupez d'autres fonctions. On peut se tutoyer. Avec plaisir. Que tu occupes d'autres fonctions. Lionel. C'est Lionel. Oui, parce que même Moussa arrive à se tromper. Non, mais c'est pas grave. On en reparlera, Moussa. Non, t'as plusieurs identités, c'est pour ça. Je suis confus. Je me suis trompé de chaîne. Alors, on va être bref. Au début, j'ai envie de vous parler du gouvernement qui a confirmé la présentation du projet de loi égalité et citoyenneté. C'était juste avant le printemps prochain. Et moi, j'aimerais savoir, en gros, et aussi pour les internautes qui nous suivent, qu'est-ce que c'est que cette présentation, ce projet de loi ? Alors, le projet de loi égalité et citoyenneté, c'est un projet de loi qui a été effectivement présenté en Conseil des ministres mercredi dernier. Et c'est un projet de loi qui tend, en quelque sorte, à remettre en fait notre République et notre pacte républicain au cœur de notre quotidien. Il y a deux grands axes dans le projet de loi. Vous avez une partie qui tend à valoriser en fait l'engagement citoyen, puisque vous savez que l'engagement citoyen, c'est ce que vous faites à travers le milieu associatif notamment, doit être valorisé comme étant aussi un acquis dans le cadre d'expériences professionnelles. Il y a un congé qui permettra d'être rémunéré ou non rémunéré d'ailleurs dans le cadre de l'engagement en fait associatif. Et vous avez également tout un pan qui a trait en fait à la mixité sociale. Et là, c'est renforcer en fait les pouvoirs coercitifs de l'État. Vous savez qu'il y a des maires qui ne respectent pas l'obligation de 25% de logements sociaux sur le territoire. Dans les Hauts-de-Seine, on est extrêmement bien placé pour le savoir, puisque Lionel, tu l'as rappelé, je suis une élue des Hauts-de-Seine. Donc c'est pour mieux piloter en fait les attributions. C'est pas pour mieux piloter les attributions, c'est en réalité pour être dans une démarche volontariste dans la production de logements sociaux. Vous le savez, en Île-de-France, il y a un énorme besoin en fait de logements sociaux. Il y a près de 600 000 foyers qui sont en attente d'un logement social. Il y a 7 franciliens sur 10 qui estiment être mal logés et il n'y a pas suffisamment d'offres pour répondre en fait à cette demande. Donc vous aurez tout ce volet aussi mixité sociale avec donc le renforcement des pouvoirs de l'État pour inciter les maires à respecter cette obligation réglementaire. Et également, puisque vous le savez, il y a quand même sur nos territoires parfois une forme de ghettoisation. On parle de ghetto de riches, de ghetto de pauvres. C'est la volonté aussi de casser ces ghettos pour ramener tout le monde vraiment au même niveau, favoriser la mixité sociale, favoriser le mélange des populations. Et pour cela, vous aurez dans chaque quartier dit favorisé une obligation en fait d'accueillir près de 25% des populations les moins favorisées. Donc voilà, le législateur en fait, le gouvernement à travers la loi va sur une vraie politique en fait à la fois de mixité sociale et à la fois de refondation en fait de notre pacte républicain. D'accord. Donc ça c'est en ce qui concerne le projet républicain. Oui. Et j'ai aussi entendu que justement la loi là, sur l'égalité et la citoyenneté concerne aussi la langue française. Oui. Mais dans quel sens ? Alors,
Elle concerne la langue française, puisque vous le savez encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui ne la maîtrisent pas suffisamment pour être en capacité en fait de se sentir pleinement citoyen, d'avoir accès par exemple à un emploi, d'être en capacité de pouvoir justement s'investir, c'est ce qu'on disait, via l'engagement associatif, etc. Donc c'est permettre en fait à toutes ces personnes via tout un système éducatif, etc., de formation, de pouvoir en fait se remettre à niveau au niveau de la maîtrise de la langue. Puisque c'est un prépondérant en fait sur le territoire que de pouvoir maîtriser la langue pour être en réalité pleinement acteur de son quotidien. On le sait. C'est sûr. Et il y a aussi la lutte contre les discriminations. Il y a la lutte contre les discriminations, absolument. Il y a tout un volet pénal, en fait, qui concerne le renforcement. Lionel a bien appris, c'est très bien. J'ai révisé. Tu as révisé. Il y a tout un volet, en fait, pénal, qui consiste, en fait, à renforcer, en fait, tout ce qui est lutte contre la diffusion d'idées racistes, d'idées qui porteraient atteinte en fait à l'identité des gens, etc. Et donc pouvoir, et notamment systématiser, vous savez, tout ce qui est plainte, tout ce qui est recours à l'encontre notamment des propos qu'on voit un peu trop souvent et un peu trop fréquemment sur les réseaux sociaux, qui sont un peu laissés comme ça, avec des soucis vis-à-vis des plateformes et de ces réseaux sociaux, puisque c'est extrêmement compliqué, même quand on signale, etc., de voir retirer certains propos qui peuvent être soit injurieux, soit totalement racistes, soit discriminatoires, etc. Est-ce qu'on peut signaler les propos injurieux ou qu'on peut estimer racistes des ministres ou des personnes qui parlent en public ? Ah mais alors si les propos racistes, s'il y a effectivement des propos qui sont racistes à l'encontre des ministres, etc., ils sont évidemment aujourd'hui déjà protégés, mais ils seront d'autant plus... Si un ministre émet des propos racistes, une fois il y avait un ministre dont je ne vais pas citer le nom ou faire la publicité, qui était passé sur une radio dont je ne vais pas faire de publicité, qui avait prononcé le mot haine et qui avait fait une comparaison, on peut dire un peu bizarre, à travers les femmes voilées et la situation en esclavage. Et puis le plus souvent, lorsque ce terme-là n'est pas utilisé pour des raisons racistes, c'est pour dire que ces personnes-là, ce sont des traîtres. En fait, désigner les esclaves comme ceux qui veulent devenir, qui étaient pour être esclaves, c'est une manière de dire que ce sont des nègres des champs. De maison plutôt, les nègres de maison, et les nègres de maison sont considérés comme des traîtres. Est-ce que vous ne trouvez pas ça maladroit ou inapproprié pour... Moussa, je vois absolument à quel propos tu fais référence. La ministre, donc Laurence Rossignol, s'en est expliquée. Elle a regretté l'utilisation de ce mot. Elle l'a regretté puisqu'évidemment, c'est un mot qui peut porter atteinte à l'identité et en tout cas à l'histoire de toute une partie de notre communauté nationale. Et il y a eu une excellente interview, je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler par vos confrères du Bondi Blog, où ils sont revenus avec Laurence Rossignol sur cette affaire, qui est, je pense, pour ma part, regrettable, mais qui néanmoins ne doit pas avoir de surréaction. C'est-à-dire que ce sont des propos qui ont été aussi prononcés dans un cadre qui est un cadre médiatique, où elle a quand même été aussi fortement poussée un peu. Ce sont des mots qui sont toujours, c'est pareil, ce sont des extraits qui sont cités. Je crois que c'est un incident qui est regrettable. La ministre l'a qualifié comme tel. Je crois effectivement, à titre personnel, qu'il s'agit de propos absolument regrettables, parce qu'en aucun cas on ne peut prononcer de tels propos pour blesser. Et je crois qu'on ne peut pas non plus tout mettre en parallèle, effectivement. Et je te rejoins, Moussa, sur ce point-là. Néanmoins, je crois que l'incident est clos et qu'il ne faut absolument pas surréagir, et en tout cas ne pas le volontarisme politique est quand même mis en place par le gouvernement depuis 2012, justement pour renforcer la cohésion sociale, pour essayer en quelque sorte de sortir de cette espèce de communautarisme ultra exacerbé quand même depuis qu'on a récupéré le pays en 2012. Je vous rappelle que Sarkozy, c'était un ministère de l'identité nationale, c'était un ministère de l'immigration, c'était des propos systématiquement dirigés contre les musulmans du pays, etc. Je vous rappelle aussi que lors de
du premier débat fondateur du nouveau parti Les Républicains. Alors, nouveau parti Les Républicains avec tous les mêmes, hein, mais c'est un nouveau parti. Le premier débat, c'était pas le chômage, c'était pas les jeunes. Non, c'était pas le développement économique, c'était pas le logement, c'était l'islam. Voilà. Donc, c'est encore d'actualité, il y a encore des débats encore sur l'islam. Là, vous avez aussi dit beaucoup de choses intéressantes, notamment sur par rapport à la mixité dans le territoire. Non, vas-y, continue. Votre volonté de pouvoir, de rajouter de la mixité. Mais après, le problème en tout cas que j'ai pu constater, notamment à Villiers-le-Bel, et d'ailleurs il y avait eu un reportage là-dessus, c'était le fait que dans la ville, il y avait des personnes qui n'acceptaient pas forcément la différence, et quand elles avaient les moyens, partaient. Comment vous allez pouvoir arriver justement à mettre en place on va dire cette mixité? Et l'autre point, c'était je sais qu'actuellement les villes qui ne respectent pas le plan par rapport au HLM, elles ont des sanctions financières. Et il y a des personnalités qui sont assez connues qui montrent qu'elles préfèrent payer ces sanctions-là plutôt que d'amener cette mixité-là. Donc, quels moyens reste-t-il à l'État pour imposer finalement cette mixité? Alors, absolument, et c'est absolument insupportable justement que certains préfèrent par, je ne sais pas, clientélisme, par idéologie, s'acquitter d'une amende plutôt que de respecter la loi. Et là où le gouvernement s'est engagé effectivement à favoriser la mixité sociale, parce que Moussa, tu le signales, effectivement, il y a encore beaucoup trop de zones où les gens préfèrent quitter en fait leur territoire d'origine plutôt que d'y vivre et d'y élever leurs enfants. Eh bien, ce sont des mesures incitatives qui doivent être en fait mises en place, et on ne doit plus permettre en fait à ces maires qui sont des maires qui ne respectent pas la loi de pouvoir ne plus la respecter, même en s'acquittant d'une amende. Et c'est effectivement des mesures qui seront encore plus drastiques, avec des amendes qui seront encore plus élevées. Pourquoi pas voir un jour la responsabilité des maires qui pourraient être aussi engagés, avec aussi des pouvoirs du préfet. Vous le savez, le préfet peut, en cas de carence et en cas de défaillance en fait des pouvoirs locaux, se substituer, notamment en cas de défaillance des pouvoirs du maire. Donc, ce sera tout simplement le préfet qui prendra la relève en fait au niveau de ces mouvements-là. Il est impératif en fait que les gens puissent habiter là où ils ont envie d'habiter. Bon, on nous signale qu'on doit passer à la partie 2. Il y a le producteur qui nous menace, donc on va se presser. Donc, c'est pas une menace, mais voilà. Alors pour cette deuxième partie, une petite interview concernant notre invité. Alors Nadège, bon, moi en tant que membre du Front National, j'aimerais... C'est pas une blague, j'ai ma carte, moi je vous la montrerai pas. Front National du Wakanda. Exactement, voilà, c'est différent. J'aimerais savoir cette appartenance à la gauche, parce que en première partie, on t'entendait dire, on sentait justement ce lien fort que l'on peut avoir. Et tu l'as déjà décrit. Pourquoi tu es de gauche, malgré le fait que tu sois né en Hauts-de-Seine, tout ça. J'aimerais savoir en fait l'appartenance. Pourquoi l'appartenance à la gauche? Parce que c'est ce que je vous ai expliqué en fait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la gauche seule en fait. D'une part, combat pour l'égalité, c'est le combat qui est intrinsèque en fait à la gauche, c'est-à-dire être en capacité, malgré les conditions sociales, malgré l'origine territoriale, malgré l'origine ethnique, c'est d'être en capacité de se battre en fait pour réaliser ce qu'on souhaite réaliser, c'est d'avoir les moyens de pouvoir s'accomplir, de pouvoir s'émanciper. Voilà, la gauche, c'est d'une part le combat inlassablement pour l'égalité entre toutes les femmes, tous les hommes, quels qu'ils soient, et d'autre part, c'est la recherche de l'émancipation de chacun. Voilà pourquoi est-ce que je suis de gauche. Et alors c'est vrai, tu le signales justement, dans les Hauts-de-Seine, c'est un peu une terre de mission, parce que effectivement, beaucoup de pouvoirs sont concentrés entre les mains de la droite. Les Hauts-de-Seine ont permis à beaucoup de figures nationales de droite de se positionner sur la scène publique, sur la scène médiatique. Il y a effectivement un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est issu de ce territoire, après avoir en plus été élu local, puis président du conseil départemental. Et en réalité,
on voit aussi la politique qui a été menée dans ce laboratoire de la droite. C'est-à-dire que il y a énormément de clientélisme, il y a ce que je vous disais, une forme de ghettoisation, c'est-à-dire qu'on préserve les îlots où la population est favorisée et riche. Par le biais de l'office départemental, eh bien, on met en fait les populations dans d'autres territoires, etc. S'il y a évidemment, parce que c'est lié à la sociologie de notre département, une réelle mixité, et moi à Châtillon, c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître la mixité, eh bien, il y a quand même une politique qui est mise en place qui favorise les plus forts, qui favorise les clients et qui ne permet pas en réalité d'être sur des valeurs d'égalité, des valeurs de solidarité. Il y a énormément d'argent. Le département des Hauts-de-Seine est le 2e département le plus riche de France, avec, vous savez, notamment la manne financière de la Défense. Vous avez des villes qui sont extrêmement riches dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, l'engagement à gauche, il est aussi de se dire qu'à un moment donné, vous voyez, cet argent, il ne devrait pas bénéficier qu'aux seules villes qui ont la chance d'être sur le territoire de la Défense. Cet argent, par le biais notamment de la péréquation, il doit permettre, et c'est d'ailleurs ce qui est mis en place par le gouvernement depuis 2012, puisqu'il y a des obligations en termes de péréquation qui sont beaucoup plus élevées qu'avant, c'est de permettre à l'ensemble des territoires d'être mis à égalité. Moi, en tout cas, c'est ce que je porte depuis mon tout nouveau secrétariat national à l'égalité territoriale, et c'est ce que porte le Parti socialiste. C'est permettre en fait réellement à chacun de s'accomplir en levant tous les obstacles, que ce soit des obstacles sociaux, que ce soit des obstacles territoriaux. C'est ça en fait la gauche pour moi. Donc si on veut conclure, vous êtes de gauche, non pas par rapport à ce que vous êtes gauchère, mais plutôt par rapport à vos idéologies. Alors je ne dirais pas que je suis droitière, mais effectivement j'écris de la main droite. C'est effectivement, oui, c'est une idéologie, c'est une certaine idée de la République aussi, c'est une certaine idée de l'école, c'est une certaine idée, encore une fois, de la solidarité, qui ne doit pas être de l'assistanat, c'est une certaine idée de la culture, qui doit permettre à chacun de s'émanciper, c'est une certaine idée du service public, qui ne doit absolument pas être déconstruit. On a perdu des villes en 2014. La première chose à laquelle s'attaquent les nouveaux maires de droite, c'est à ce que je viens de vous dire, le service public. Donc ils ferment par exemple des centres municipaux de santé, c'est le cas à Clichy, c'est le cas à Colombes. Ils vont s'attaquer au tissu associatif en baissant les subventions, ils s'attaquent au budget de la culture et ils ont des grands projets de planification immobilière parce que derrière ils ont des visées qui sont des visées de business pour favoriser en fait un certain type de population, pour faire venir sur leur territoire uniquement un certain type de population. Voilà. Ça veut dire, si on résume ton raisonnement, être de droite, il n'y a pas d'égalité en fait lorsqu'on est de droite. C'est pas intrinsèque l'égalité. La droite, elle croit en l'individu en tant que tel. C'est-à-dire que le plus fort va pouvoir y arriver. Moi, c'est imagé, non ? Moi, je crois. C'est très caricatural, mais en même temps, je peux pas non plus développer, tu vois, en 2 idées la différence entre la droite et la gauche. Mais de manière caricaturale, la droite, elle est plutôt sur l'individu. La gauche, elle est plutôt sur le collectif. Voilà. Après, c'est peut-être vrai au niveau de l'idéologie, mais là, maintenant, sur le terrain, en tout cas, la population a de plus en plus de mal à voir la différence entre une politique de gauche et une politique de droite. J'allais en venir. Alors, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi rappeler quelques fondamentaux, c'est-à-dire que avoir du mal à reconnaître une politique de droite ou une politique de gauche, c'est aussi voir quel a été le bilan de Sarkozy pendant ce quinquennat dont on a absolument, mais alors il a quand même été le pompon en termes de politique ultralibérale. C'est 600 milliards de dettes supplémentaires. Donc absolument aucune rigueur budgétaire et à un moment donné, la dette elle peut pas enfler.
Mais c'est surtout aussi les attaques systématiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au service public, via la suppression de 80 000 postes d'enseignants. On va parler que de l'éducation, 80 000 postes d'enseignants, 2500 postes de RASED. Vous savez, c'était ces personnes qui s'occupaient en fait dans les écoles des enfants en difficulté, qui étaient là à plein temps, qui permettaient la prévention, qui permettaient l'accompagnement. C'est 25 000 postes de surveillants qui ont été supprimés. Il y a certains collèges ou certains lycées où il y a la nécessité d'avoir plus de personnel humain. Aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais, à la fin du quinquennat, on sera sur des embauches à hauteur de 60 000 enseignants supplémentaires. La différence entre la droite et la gauche, elle s'exprime aussi par rapport à tout ce qui a trait, à la conception qu'on peut avoir aussi de la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, elle n'est pas uniquement répressive. Il faut évidemment qu'il y ait aussi tout un volet préventif. Et donc, il y a eu aussi beaucoup d'investissements à ce niveau-là. Je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la droite, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, lorsqu'ils ont récupéré les villes. Alors, c'est super, hein. Ils mettent en place des polices municipales, armées, des motos, enfin, dans toutes les villes qui ont été récupérées à droite. Sauf que qu'est-ce qu'ils font parallèlement, parce qu'il faut bien qu'ils trouvent l'argent quelque part? Eh bien, ils suppriment les systèmes de prévention. Tu l'as dit, Lionel, je suis aussi élue du Conseil régional d'Île-de-France. Alors Valérie Pécresse, elle nous a promis un super bouclier sécuritaire. Voilà, qu'elle allait nous mettre dans une espèce de bulle, qu'elle allait nous protéger de tout, avec des portiques de sécurité. Voilà. Ouais, parce que frauder, c'est le début du terrorisme. Du terrorisme. Bref, voilà. On s'égare. Voilà la droite. Non, mais voilà la droite. La droite, quand elle arrive à la région Île-de-France, une des premières mesures qu'elle prend, c'est de supprimer en fait l'aide au transport pour les personnes qui bénéficient de l'AME en situation irrégulière. Donc, c'est-à-dire les personnes en situation irrégulière qui ont besoin de se soigner. Voilà. Elle supprime en fait l'aide au transport parce qu'il faut faire des économies. Les économies, ils sont réinvestis dans quoi? Si c'était dans la culture, pourquoi pas? Si c'était dans l'emploi et la formation, pourquoi pas? Si c'était dans l'économie sociale et solidaire, pourquoi pas? C'est réinvesti en réalité dans quoi? C'est réinvesti dans un espèce de conseil de chefs d'entreprise pro-business, dont on ne comprend absolument pas la teneur. C'est réinvesti dans un financement complètement opaque et obscur de centres de déradicalisation, comme si c'était une compétence de la région, elle l'a affiché dans son bouclier sécuritaire. Et c'est surtout qu'en réalité, elle est en train, parce qu'elle veut marquer en fait, les 100 jours de son mandat, de mettre en place une politique extrêmement identitaire. Elle avait promis, souvenez-vous, pendant la campagne, notamment 20% de hausse au niveau du budget de la culture. Il y a 5 millions en moins d'investissement sur le budget de la culture en fonctionnement. 5 millions, en moins de fonctionnement sur le budget total de la culture. Donc c'est autant de... Non mais voilà, c'est autant de subventions qui n'iront pas, par exemple, à des structures comme les vôtres, au spectacle vivant, etc. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut réellement pas archétyper et se dire que oui, la gauche, la droite, c'est pareil. Non, la gauche et la droite, c'est pas pareil. Tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. François Hollande l'a dit, sa priorité, c'est la jeunesse. À travers cette fameuse loi égalité et citoyenneté, vous avez tout un pan effectivement qui intéresse la jeunesse. À travers le recrutement d'enseignants supplémentaires, vous avez tout un pan évidemment qui intéresse la jeunesse. À travers l'instauration de la garantie jeune qui va permettre à des jeunes pendant 1 an qui sont en recherche d'emploi de bénéficier d'une allocation à hauteur de 460 € pour les aider en fait, parce que ce sont des jeunes qui sont en situation de précarité, etc., qui sont un peu perdus. Là, on investit aussi en faveur de la jeunesse. Après, lorsque je disais que les... Non, vas-y, finis ta question. Mais en bref. Lorsque je disais que les gens ne voyaient pas forcément la différence entre la gauche et la droite, c'est aussi le fait que, en tout cas pour la politique, il n'y a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour celui qui gouverne. En tout cas, pour une bonne gouvernance, que ce soit la gauche ou la droite. Donc c'était ce point de vue-là aussi que je voulais ajouter. Donc, moi, je crois que la décision, elle appartient effectivement aux politiques et c'est la base de notre système démocratique, puisque ceux qui décident dans notre pays sont ceux qui sont issus du suffrage universel. Je crois aussi réellement que l'état du pays était dans une situation telle qu'effectivement, il a peut-être fallu à un moment donné ralentir peut-être sur certaines réformes.
Mais parce que je crois, non, la gauche et la droite, ce n'est absolument pas pareil. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a retrouvé une société qui était clivée, qui était arc-boutée sur elle-même, avec des clivages sociaux, avec, des injustices en fait qui se perpétuaient. Et la réalité, c'est que petit à petit, et on fera le bilan à la fin du quinquennat. Le quinquennat n'est pas fini. Vous savez, le temps politique, c'est aussi un temps long. Il reste un an. Voilà, il reste un an, donc on fera le bilan. Sur les jeunes, par exemple, c'est une baisse de 4,5% des jeunes chômeurs. Donc bon, il y a aussi des résultats qui sont mis en place. Et on fera réellement le bilan à la fin de ce quinquennat. Mais j'ai tendance souvent à le dire, à vouloir plus de gauche. Et je peux vous dire que dans beaucoup de villes des Hauts-de-Seine, on s'en est rendu compte, à vouloir beaucoup plus de gauche, en réalité, c'est la droite qui arrive au pouvoir. Et la droite, et Juppé le prédit, ça va être encore, effectivement, la destruction de tout ce qui fait notre vivre ensemble et notre socle de valeurs. D'accord. Même si, désolé Moussa, même si tu as d'autres choses à ajouter. Non, justement, on va devoir passer à la partie suivante. Salut tout le monde, comment ça va? C'est vrai, vous pouvez pas me répondre. De toute façon, la question a été rhétorique, donc je m'en fous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Civilloire. Pardon? De la vaccination? Oh, Kevin, t'abuses. Ok. C'est presque aussi important l'un que l'autre. On va parler de vaccination. Alors, qu'est-ce que la vaccination? La vaccination, donc, c'est un procédé consistant à introduire un agent extérieur, le vaccin, dans un organisme vivant. Mais non, pas comme la reproduction, Kevin. Bon, c'est dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse. C'est comme ça que le vaccin est né. Bon, ça date, j'étais pas né. Et pour de plus amples informations, vous avez Internet, donc cherchez vous-même. Alors, pourquoi je vous parle du vaccin aujourd'hui, de la vaccination aussi, c'est pour savoir déjà si vous êtes à jour pour vos vaccins. Tout simplement parce que c'est la semaine de la vaccination. Ça existe. La journée de la Terre, pourquoi pas une journée de la vaccination? Donc, et on a tendance à oublier justement, à vérifier s'ils sont à jour ou non. Moi perso, je sais qu'ils le sont. Je suis pas parti en Afrique ces derniers temps. Et non, c'est pas bien, Kevin. Et je vous parle afin de vous sensibiliser à vous encourager à le faire. D'autant plus que c'est l'OMS qui organise cette campagne de sensibilisation. Donc l'OMS, si vous ne savez pas ce que c'est que vous êtes malade à vie. Non, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et voilà, c'est l'OMS qui s'en charge. Et au niveau national, c'est l'INPES, qui veut dire... c'est bon, je le sais. Institut national de... C'est quoi, Kevin? De prévention et d'éducation pour la santé. Oula, j'ai bugué, mais bon. On essaiera de faire un montage. Même pas. Alors, si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne la vaccination, ça finit, avant, je tiens à préciser, ça finit le 30 avril, la semaine de la vaccination, donc n'hésitez surtout pas. Moi, pour ma part, plus honnêtement, c'est vrai qu'il me semble que mon dernier vaccin, c'était en 2002. Je suis en bonne santé, ne vous inquiétez pas. Et justement, c'est pas bien. Et grâce justement à cette campagne de sensibilisation, j'ai pu voir si j'étais à jour ou non. Donc vous pouvez aussi vérifier par vous-même en allant sur le site de l'OMS, www.who.com. En français, ça doit pas être ça. Mais bon. Vérifiez vous-même, marquez OMS, vaccin. Ou sur le site de l'INPES, www.inpes.santé.fr. Et une dernière chose, je tiens à préciser, et là je parle en connaissance de cause, le vaccin c'est comme la bêtise humaine, c'est comme la connerie, il ne faut pas en abuser. Là je parle par exemple pour Tommy, animateur de Syndrome 42, mais pour plus amples informations, je vous invite à visionner quelques vidéos du Syndrome 42 avec Tommy. Et vous verrez à quel point le vaccin c'est important.
Sur ce, je vous laisse, hein, et on retourne à la suite du New VO. Quant à moi, j'ai fumé une petite... Enfin, c'est tout. Voilà. Ciao. Et c'est ainsi que l'émission se conclut. Je remercie d'abord Moussa par sa présence et son aide. Merci Moussa. Je remercie Lionel pour m'avoir invité. En vrai, j'ai pas eu le choix avec toi. Et je plaisante. Et aussi Nadège de sa présence. Merci beaucoup Nadège, Lionel. Merci Moussa pour cet échange. D'avoir pu nous éclairer, nous donner ton point de vue. Parce que bon, c'est vrai que nous, en tant que jeunes, ça fait toujours plaisir d'entendre, d'avoir un point de vue différent d'une autre. Moi qui ai l'habitude de discuter avec Moussa, mais on pense à peu près de la même manière. Et quant à vous, chers internautes, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Moussa, tu peux m'aider? Facebook, Twitter, Instagram. Periscope? Non, Periscope. Periscope, non. C'est on va éviter. Peut-être bientôt, non? Peut-être avec notre ami Aurier plus tard, mais pas tout de suite. En tout cas, si on sera sur Periscope, notre premier live sera avec Nadège. Avec plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Attendez, je voulais aussi revenir sur la candidature de Slimane. En fait, c'était pas Slimane qui se présente, c'est moi qui vais me présenter pour les élections présidentielles. Donc je l'annonce. J'irai d'ailleurs à la nuit debout faire l'annonce devant. À gauche, nous avons des primaires en fait qui sont organisées. Donc j'invite Slimane à intégrer le grand dispositif des primaires de la gauche. D'accord, donc il faut faire des primaires pour pouvoir avancer. Ok. Pas pour pouvoir avancer, pour pouvoir rassembler. Pour pouvoir rassembler. C'est dommage que ce soit pas comme au Wakanda où on se présente directement. Sur ce, on va conclure cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Bye.